e-radio 90.3. L'importance de la justice dans le développement économique et social d'un pays, le droit comme instrument économique, la visite de Jean-Luc Mélenchon à Dakar et la question de l'homosexualité. Autant de questions qui seront posées dans l'air du temps et qui seront répondues par Maguette Wade, communicant en développement économique et ancien fonctionnaire à la BAD, et Abdou Karim Thiaw, procureur, avocat et conseiller du gouvernement canadien. L'air du temps, c'est avec Alassane Samba Diop ce dimanche 19 mai de 10h à 11h et sur e-radio. Dimanche 19 mai 2024, bienvenue à l'air du temps, que ce soit donc M. Abdou Karim Thiaw, qui est professeur de droit à l'Université d'Ottawa, avocat et conseiller juridique. C'est bien ça. C'est bien ça la bonne formulation, M. Thiaw. Voilà, avec M. Maguette Wade, qui est communicant en développement économique et ancien fonctionnaire à la BAD. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Le Sénégal a connu une nouvelle alternance. Des réformes sont prévues, notamment concernant la justice sénégalaise, pour qu'elle puisse être une justice beaucoup plus au service des populations. M. Diop, vous faites un papier dans lequel vous dites que la justice n'est pas un instrument neutre dans un pays, c'est une force de stabilisation et de progrès et au contraire un élément de déstabilisation ou de déliquescence. D'où l'importance d'avoir une justice qui puisse exercer pleinement sa mission et être au service exclusif du peuple au nom duquel elle doit être rendue. Au courant des 4 dernières années, le Sénégal a effectué plusieurs réformes de sa justice. Il est possible de mentionner notamment les réformes effectuées en 1984, en 1992, 2008 et 2014, en 2016, en 2017 et en 2020. Or, malgré ces réformes, la population sénégalaise, les spécialistes du droit ainsi que les pouvoirs publics continuent de déplorer, entre autres, les difficultés d'accès à la justice, l'inefficacité de cette dernière, la distance qui la sépare des justiciables, sa lenteur excessive, la complexité des procédures et sa vision uniquement contentieuse et répressive quant à son rôle. C'est un réquisitoire, ça. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation et je salue aussi M. Wade. En réalité, c'est un constat qui est fait d'abord par les magistrats eux-mêmes. Je mentionne par exemple le juge Souleymane Teliko qui a fait comme des papiers, par exemple déplorant l'absence d'indépendance comme institutionnelle de la justice. Donc ce n'est pas moi qui j'ai fait, c'est un constat basé sur ce que des magistrats disent eux-mêmes ont même écrit. Et je me base aussi sur les projets de loi de réforme antérieurs. Quand on lit les exposés des motifs, souvent on revient sur ce constat de la justice. Donc ce n'est pas un constat de mon propre chef. C'est un constat effectué, fait par le législateur, par certains magistrats, et même aussi par la société civile. Oui, Maguette Wade, la justice est une grosse question qui aujourd'hui a toujours traversé tous les régimes. Les Sénégalais se plaignent de façon globale de sa façon de fonctionner. Mais elle est souvent jugée aussi en fonction des positions des autres. Merci Alassane. Bonjour et bonjour M. Thiaw. C'est très complexe la justice et je crois que l'aspect technique relatif au réquisitoire de M. Thiaw sera laissé à l'avocat beaucoup plus technique. Mais disons qu'il faudrait analyser la justice de façon horizontale et verticale. Et pour en arriver à la justice qui est quand même un élément important de la société, il faudrait partir de ce qui fait la justice. Parce que c'est le droit qui fait la justice. Et du droit également, il faudrait parler des législateurs. Et donc je pense que le Sénégal a certainement, si la justice a des problèmes, a un problème de légiférer. Et donc, le Parlement doit être un véritable problème et on doit penser à un Parlement qui puisse dire le droit, élaborer le droit, faire les réglementations pour qu'on ait une justice, pour ne pas dire juste et au service de tout le monde pour une société juste, égale et équitable. Oui, dans un pays comme le Sénégal qui aspire à être un pays économique émergent, vous parlez de l'importance de la justice dans le développement économique et social d'un pays.
Oui, En quoi est-elle importante? Dans un premier temps, je rejoins parfaitement ce que M. Wade dit. C'est-à-dire que quand on parle souvent de justice, la plupart des gens vont la réduire au pouvoir judiciaire, donc aux cours et tribunaux. Alors que la justice, elle commence bien avant que ça arrive dans la cour des juges. Parce que le juge, il va statuer, mais il ne statue pas ex nihilo. Il va appliquer, par exemple, une règle de droit. Une règle de droit qui peut être une loi adoptée conformément à l'article 67 de la Constitution ou un règlement du gouvernement adopté conformément à l'article 76 de la Constitution. Donc, d'abord et avant tout, à la base de la justice, il y a la règle de droit, la loi, le règlement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on peut avoir un jugement, une décision conforme à la loi, donc légale, mais qui soit foncièrement injuste. Et les gens vont le... Donc, la première étape, dans la façon dont notre système est organisé, le législateur est souvent comme le point de départ lorsqu'on parle de justice, parce que c'est lui qui va établir, comme disons, les lois qui vont être appliquées par l'exécutif, mais qui, en cas de contentieux, ne pourront être, comme disons, tranchées, comme disons, par les juges. Donc, la justice n'est pas seulement un élément entre les mains des juges. Avant que ça arrive entre les mains du juge, il y a d'autres segments de l'État, le législatif et l'exécutif, qui ont un rôle extrêmement important à jouer pour que notre pays ne fonctionne comme disons dans la justice. Sur le plan économique, quel rôle doit-elle jouer la justice? La justice, donc, comme dans ces trois composantes, le législatif, l'exécutif et le judiciaire, chacun ayant son rôle particulier. Quand on regarde par exemple l'histoire, je peux donner un exemple ici en Afrique et un autre en dehors de l'Afrique, souvent les pays qui ont eu un développement économique et social important, souvent ce sont des pays, ce sont des sociétés qui ont instauré une certaine justice en commençant, comme disons, par les lois. Et veiller aussi à ce que, quand on parle de justice, de la loi, c'est une loi efficace et équitable. C'est ça qu'on peut considérer comme étant une loi juste. Comme je l'ai d'ailleurs développé dans ma thèse de doctorat, que, par exemple, comment l'efficacité et l'équité sont les deux piliers de toute justice. Donc, toute société qui aspire au développement ou qui y arrive doit d'abord avoir des lois efficaces et équitables, appliquées par l'exécutif de façon efficace et équitable, et en cas de contentieux, que les juges rendent des jugements efficaces et équitables. Si je prends un exemple, quand on lit Tariq al-Soudan, Tariq al-Fattash, quand on lit même les écrits de comme de Cheikh Anta Diop, l'Afrique noire précoloniale, comme Nation nègre et culture, civilisation ou barbarie. Par exemple, je donnerai le cas de l'Empire du Mali, qui a commencé au plan législatif, en tout cas, qui a été mis sur la rampe d'une certaine façon à partir de la charte de Kouroukan-Fougan. Au XIIIe siècle, où on établit une loi, exactement, juste, qui vise à assurer une certaine équité dans la société, mais aussi une certaine efficacité de ces lois, en mettant en place des conseils de surveillance, ça pour s'assurer que l'objectif de la loi appliqué soit rencontré. C'est ça la question de l'efficacité. Donc c'est un exemple édifiant bien d'Afrique qui démontre qu'on ne peut pas avoir un développement économique et social sans qu'on débute par des lois efficaces et équitables, appliquées par la suite par un pouvoir exécutif de façon efficace, équitable, et en cas de contentieux, en cas de rupture de justice, que les juges le disent. Et même en Europe aussi, excusez-moi un tout petit peu, en Europe, par exemple, au Moyen-Âge, c'est par ce même comme disons, mécanisme que l'Europe a quitté, on va dire, les ténèbres pour damer le pion à d'autres nations, en par exemple mettant en place comme des règles sur le plan commercial, par exemple, en luttant ardemment contre la fraude, en mettant en place des mécanismes comme de surveillance des poids et mesures, mais en s'assurant aussi que la justice,
que les juges aussi soient capables de trancher les différends de façon efficace et équitable. Oui. Maguette Wade, vous êtes économiste en même temps communicant. Au Sénégal, souvent la question de la justice a été mise sur le gris, surtout sur le plan économique. Certains industriels sénégalais se plaignent souvent de l'inéquité des lois de la justice au Sénégal par rapport aux sociétés sénégalaises qui sont ici sur place et d'autres étrangères qui sont souvent plus favorisées que les locaux. Merci Alassane. Et vous posez un problème important. Et je dirais à M. Thiam, est-ce que toute loi est juste? Parce que je crois que c'est la loi qui définit la justice. Mais si la loi, comme il a dit, est source d'inégalité, ça ne peut pas être véritablement juste. Aujourd'hui, au Sénégal, ce qui se passe, c'est que pour qu'il y ait un développement, il faut la justice. Si vous prenez les ODD, les objectifs du développement durable, les 17 objectifs, c'est la lutte contre l'injustice à tous les niveaux. Et si vous prenez quelques points qui sont importants comme l'ODD 5 ou 10 ou 16, qui spécifient, et nous y reviendrons quand nous toucherons le problème des LGBT. Donc ça touche des problèmes qui sont d'inégalité. Mais tout est une lutte contre l'injustice. Au Sénégal, évidemment, quand on dit loi et on dit justice, la loi, c'est pour permettre à la société de marcher de façon équitable, c'est de promouvoir un développement pour tous. Et nous avons tous les mêmes chances nous devons avoir tous les mêmes chances d'accéder aux ressources, d'accéder au bien-être, d'accéder à la santé, d'accéder à l'éducation, etc. Donc au Sénégal, effectivement, il faudrait que, évidemment, il y a le marché libéral et les lois. Le Sénégal a signé des conventions également. Et peut-on signer des conventions, ne pas les respecter? A-t-on une limite dans le respect de ces conventions? Parce que ceux qui dictent ces conventions ou qui les régulent sont les plus forts. Et parfois, on est assujetti à la loi des plus forts. Donc, le développement lui-même est source d'inégalité au plan international. Parce que c'est les plus forts qui dictent les prix, les plus forts qui nous imposent, les plus forts qui extraient les ressources, etc. Et je pense que la première souveraineté, vous avez cité Cheikh Anta, c'est ce qui me permet de revenir à cela. La première souveraineté, aujourd'hui on parle au niveau du Sénégal de souveraineté alimentaire, de souveraineté économique, souveraineté politique, mais on ne peut pas accéder à une souveraineté si on n'a pas la souveraineté de l'expression. D'abord, la justice, l'accès à l'information pour tous, les outils de communication, la libre expression, mais également qu'on puisse s'exprimer sur une langue que l'on maîtrise. Si on ne maîtrise pas une langue, si on n'a pas une langue qui nous est propre pour nous exprimer, on ne peut pas être souverain. Et je pense que la première souveraineté, c'est la promotion de nos langues, c'est de pouvoir nous exprimer. En fait, on a écrit le droit pour des populations qui ne comprennent pas la langue dans laquelle le droit a été écrit. Mais d'ailleurs, quand on va revenir tout à l'heure, depuis 3 jours, on ne parle que de tolérer, mais quelle est la traduction dans nos langues, etc. Donc je pense que pour nos ressources, il faut que l'exploitation de nos ressources se fasse de façon équitable. Pourtant, il y a des lois, mais est-ce que ces lois sont justes? Les populations ne se retrouvent pas parfois dans l'exploitation de ces ressources. Les industries qui sont là, le capital est détenu par beaucoup d'étrangers. Est-ce que c'est juste? Et je pense que comment respecter l'équilibre des lois au plan international, de nos engagements au plan international, mais au bénéfice de nos populations. Et je pense que les ODD nous servent de cadre pour savoir que nous devons avoir accès. Et c'est ça. Une loi peut être juste et ne pas être légitime. Mais parce qu'aussi au Sénégal, il y a à plusieurs reprises, les chefs d'entreprise locaux ont dénoncé le fait que l'État fasse des exonérations fiscales à de grosses entreprises. Alors eux, ils sont taxés localement. Ils payent plus d'impôts que les entreprises étrangères. Et qui prennent les bénéfices, les rapatrient. De façon générale, en tout cas dans certains pays, je sais que il y a la notion en matière comme d'investissement. Quand une compagnie étrangère veut investir dans ces pays-là, il y a une obligation législative de faire en sorte, par exemple, le ministère de l'économie doit faire une analyse multisectorielle et arriver à la conclusion
que l'investissement ou que la présence de cette entreprise sera à l'avantage net du pays. Et donc, cela passe effectivement par s'assurer que c'est le pays qui va s'en servir beaucoup plus que l'entreprise. À titre d'exemple, l'or de Sabodala. Les Sénégalais ne voient pas l'or, il n'y a pas de comptoir ici au Sénégal. Ils ne savent même pas où passe l'or, qui est exploité à Sabodala avec des populations qui sont dans une misère exécrable. Effectivement, ça c'est un problème et ça pose la question des contrats que l'on signe avec les compagnies étrangères. Pas seulement en matière minière, mais aussi en matière d'hydrocarbures. On a tous entendu parler de l'affaire de Petrotim, un contrat signé le 17 janvier 2012, mais la licence comme d'exploitation accordée par des décrets comme 19 juin 2012, les décrets 596 et 597. Effectivement, quand on lit ces contrats-là, en particulier les articles comme 22 et suivants, on se rend compte effectivement que en dehors même des populations, même l'État du Sénégal à la fin, pendant les premières années, risque de ne même pas avoir, comme disons, 15%. Cela est un problème. C'est une injustice faite non seulement à la population, mais aussi à la nation toute entière. Malgré le fait qu'à l'article 25.1 de la Constitution, on prévoit que les ressources naturelles appartiennent au peuple et qu'elles doivent être exploitées de façon à permettre comme sa prospérité et son développement économique et social. Donc, ceci est un problème d'injustice parce que ce n'est pas efficace. L'exploitation comme de nos ressources doit, par exemple, comme doit être efficace, doit permettre d'améliorer comme les conditions comme de vie des gens, mais aussi d'instaurer un climat social. Mais actuellement, avec les contrats, par exemple, qui ont été signés, il y a beaucoup de causes d'injustice là-dedans et beaucoup de choses qui ne sont pas conformes avec les aspirations comme de la population. Et il y a aussi le fait que quand on lit le code pétrolier comme de 1998, qui a été réformé en 2019, on ne voit pas changement majeur. Exactement, des changements majeurs et la population n'est pas beaucoup impliquée. Alors que quand il s'agit, par exemple, et là aussi je renvoie à l'article 96 de la Constitution. La Constitution dit que avant de céder une parcelle de notre territoire, il y a des garde-fous. Et habituellement aussi, il faut que ce soit ratifié, comme ainsi de suite, ou même qu'on consulte, comme disons, la population. Ça, c'est à 96, que pour céder 1 mètre carré. Alors que pour céder des milliards d'hydrocarbures qui ne reviendront pas. Parce que quand on cède 1 mètre carré de parcelle, ça peut nous revenir. Parce que la terre est là. Mais des hydrocarbures, ça ne revient pas. Minier, ça ne revient pas, c'est une cession définitive éternellement. On ne consulte pas, il n'y a aucune obligation de consulter la population, aucune obligation non plus que ces contrats soient ratifiés par le Parlement. Donc, que ce soit de façon directe ou indirecte, on ne consulte pas la population et c'est un problème. Les autorités, nos autorités disent qu'ils vont revoir justement ces contrats miniers et pétroliers pour les revoir. Mais d'autres disent que sur le plan international, c'est extrêmement difficile de revoir certains contrats. Parce que quand les gens viennent négocier, ils viennent d'une armada de juristes qui ferment les pays et souvent l'expertise en face n'est pas aussi conséquente ou bien à la hauteur des pièges qui sont mis dans les contrats. Oui, il y a quelques années, on peut dire que l'Afrique ne disposait pas de juristes aussi aguerris en matière de renégociation de contrats miniers. Et il y a une vingtaine d'années, une institution comme la Banque africaine de développement avait mis sur place ce qu'il appelait la facilité juridique africaine pour aider les pays à revoir les contrats miniers. Et je pense qu'il est temps, après une bonne période d'exploitation, vous prenez un exemple aussi simple que les ICS ou le phosphate de Taïba. Oui. Au moment où on négociait ces contrats, il n'y avait aucun expert peut-être sénégalais en matière minière. Donc on peut revisiter ces contrats et les revoir. Donc j'ai lu il y a quelques jours un expert qui disait
qu'on ne peut pas renégocier, ça va être difficile. Mais on peut tout. C'est pourquoi on utilise souvent le terme revisiter. Parce qu'on peut revisiter si ce n'est pas de l'intérêt des populations. Parce que tout développement, toute action, tout contrat doit être pour l'intérêt des populations et exclusivement pour le développement global. Donc, je pense que ce qu'il faut faire, c'est de revisiter ces contrats, de les poser sur la table, mais que les lois également, c'est les lois qui doivent dicter la gouvernance. Si la loi elle est mauvaise, ou on ne peut pas avoir une bonne gouvernance. Et tous les problèmes que l'on évoque, les anciens contrats, lors de Sabadola, mais il y a de la malgouvernance. Et pour qu'on arrive à une bonne gouvernance, il faut une bonne réglementation, il faut de bonnes lois. Il faudrait un Parlement également qui prend en compte mais justement, pour avoir de bonnes lois, il faut avoir de bons députés. Que les gens soient choisis en termes de compétences. Mais la façon aujourd'hui dont on choisit les députés au Sénégal ne garantit pas forcément d'avoir les meilleurs à l'Assemblée nationale. Mais effectivement, il faudrait il faudrait que le choix des députés ou l'élection des députés, c'est vrai que c'est l'expression populaire, mais également que des gens aguerris qui sont soucieux du développement, qui comprennent les enjeux, puissent être là pour discuter et orienter les débats pour avoir une réglementation qui puisse mettre en place des lois et ces lois puissent assurer une bonne gouvernance. Tout le problème des mines, c'est un problème de malgouvernance. Et tant qu'il y a des lois qui ne rectifient pas cette gouvernance, qui ne sanctionnent pas... Donc ce sont ces mauvaises lois qui accentuent effectivement aujourd'hui la pauvreté au Sénégal. Mais effectivement, et quand il n'y a pas de bonnes lois, les lois peuvent ne pas être légitimes, mais qu'elles soient justes. Parce que... surtout sur le plan économique. Sur le plan économique. Mais tout développement repose sur la justice. Donc il n'y a de développement que là où il y a de la justice. Je crois que M. Thiaw ne me démentira pas. Et le Sénégal, tous les problèmes que nous avons reposent sur de l'injustice quelque part. Maintenant, comment séquentiellement régler les problèmes pour parvenir à une société juste où il y aura les gains qui seront partagés, un développement harmonieux. Je rappelle que vous suivez l'Air du Temps, qui reçoit aujourd'hui Abdou Karim Thiaw, professeur de droit à l'Université d'Ottawa, avocat et conseiller juridique, et Maguette Wade, communicant en développement économique et ancien fonctionnaire à BAD. Abdou Karim, sur cette loi bien précise, est-ce qu'aujourd'hui la façon dont les lois ont été faites au Sénégal, surtout sur le plan économique, elles participent davantage à appauvrir les Sénégalais? Bien évidemment, en tout cas, ça ne participe pas à sécuriser le système économique. Je peux donner comme, disons, quelques exemples. Allez-y. Ou même deux exemples. La dépénalisation des chèques comme des chèques sans provision. Oui. Ça fait en sorte que depuis la loi comme 2008-48, le fait de savoir qu'on ne dispose pas de fonds comme dans une banque. Et de mettre comme un chèque. Et de mettre un chèque. En connaissance de cause. Cet acte, il y a des divergences parmi les spécialistes, mais en général, les spécialistes de la question sont d'avis que depuis cette loi, on ne peut plus poursuivre quelqu'un parce qu'en toute connaissance de cause, il a émis un chèque sans provision. Ce qui pose un problème en termes comme de sécurité des opérations, de rapidité du commerce, même de rapidité des affaires, mais surtout aussi de confiance. Parce que, on le sait tous. Donc ça c'est d'abord un problème causé par la loi elle-même, qui fait en sorte qu'une personne peut flouer quelqu'un avec un chèque sans provision, sans aucune conséquence pénale. Un autre exemple aussi, c'est le bracelet électronique introduit par la loi 2020-28. Mais aussi par, comme appelé aussi, par 2020-29, comme de 2020. Figurez-vous que on sait tous que la plupart des escrocs, et je le racontais comme disons tantôt, la plupart des personnes qui sont en détention au Sénégal le sont parce qu'ils ont pris l'argent de quelqu'un ou les biens de quelqu'un. Tout à fait. Vol, escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, détournement, ainsi de suite, ensuite fraude. Ça peut monter même certaines années à plus de 60% des détenus.
c'est un véritable fléau. Fléau, ok. C'est un problème récurrent auquel je pense tout le monde est confronté et qui obère le système économique. Et qui fait en sorte qu'il n'y a pas de confiance parce que c'est quasiment partout. Et je sais que la plupart de ces escrocs, surtout ceux qui sont des professionnels, la seule chose peut-être parfois qui peut leur faire réfléchir, c'est de penser ou même de savoir qu'ils iront en prison pour un nombre important. Et souvent, c'est la peur de la prison qui va faire en sorte qu'ils les dissuadent ou même, comme disons, qu'ils vont rembourser. Mais aussi des peines efficaces. Oui. Parce qu'il y en a qui vont faire le choix, comme de faire un deal, comme disons, de 20 millions, en se disant, de toute façon, je serai en tôle pendant 6 mois. Et 6 mois... Je suis libérable. Exactement. Ce qui fait en sorte, il va dire, même si on m'emprisonne 1 an, en liberté, en 1 an, je ne gagnerai pas 20 millions. Oui. Donc, c'est des calculs. Exactement. Ça, ce sont des réalités auxquelles moi, par exemple, que j'ai vues. Donc, le fait que depuis 2015, par exemple, on a un peu, d'une certaine façon, détruit la pénologie, c'est-à-dire les peines de prison, surtout dans des matières pareilles. Et ça, c'est un problème. Et depuis 2020, on a instauré le bracelet électronique auquel même les détenus, les délinquants sur ces matières ont accès. Et c'est ce qui mine notre économie en partie. Et comme disons, qu'est-ce qu'on a fait? Ce qui se passe, c'est que on peut avoir été condamné pour ces infractions et bénéficier quand même le bracelet. Exactement. Les seuls, et ce qui démontre le fait que ce n'est pas équitable, la même loi va dire, si on a été condamné pour une infraction de fraude en douane ou de détournement de deniers publics, on ne peut avoir le bracelet électronique que si on rembourse d'abord. Mais quand il s'agit, comme de vous et moi, il n'y a aucune obligation. Oui. Donc, quand on vole indirectement le citoyen, on ne peut avoir le bracelet qu'après avoir payé. Mais quand on vole directement le citoyen, tu n'as pas forcément... c'est ça. Ça, c'est inéquitable. Mais ça, c'est quand même important, ce qu'il pose comme débat. Est-ce que ce n'est pas ça qui permet à certains de piller même peut-être les deniers publics en se disant, écoutez, je vais en prison pour 6 mois, je fais des calculs, je vole des milliards, je vais en prison pour 6 mois, je suis libérable, je sors, je prends cet argent, j'en fais ce que je veux, parce que ce n'est pas remboursable. Effectivement. À l'État. L'État ne suit pas souvent les gens qui doivent rembourser l'argent qu'ils ont pris. Mais est-ce qu'il faut changer la loi? Non. Moi, je pense qu'à l'heure où nous sommes, avec cette volonté de réformer le système judiciaire, c'est important. Nous devons arriver au Sénégal à un niveau de tolérance zéro pour la corruption. Maintenant, concernant les délits, il faudrait dans la réforme également prendre en compte cela. Il y a beaucoup de gens qui détournent de l'argent, qui gardent l'argent en disant 3 ans, 50 millions, comme vous dites, et je vais investir. Et quand ils sont en prison, ils alimentent, on leur apporte de la bonne nourriture, ils payent. Ils mangent bien, ils sont bien logés, ils ont des téléphones portables. Ils sortent même parfois. Ils sortent même des fois la nuit. Hein, oui, et je pense que tolérance zéro. Ça, on est tout à fait d'accord dans la réforme de la justice. Maintenant, au niveau de l'iniquité du commerce international, c'est-à-dire ça aussi, il faudrait que l'on revoie. Et la volonté d'un développement endogène qui s'opère actuellement est une très bonne chose. Aujourd'hui, ce que nous exportons, on nous dicte les prix. Et nous importons plus, pratiquement tout ce que nous consommons et nous mangeons. Mais parce qu'on ne produit pas. Parce qu'on ne produit pas. Et je pense que le socle de l'injustice, le socle de la malgouvernance, le socle de ce Parlement avec je ne dirais pas de mauvais députés, mais avec des députés peut-être qui ne font pas l'affaire, c'est la pauvreté extrême. Aujourd'hui, notre pays, l'Afrique globalement, fait face à une pauvreté à un niveau jamais égalé. Comment faire pour s'en sortir? Et c'est la loi, c'est la réglementation. Le secteur privé dont vous parlez, avec les entreprises qui viennent, mais s'il n'y a pas une réglementation qui permet d'avoir un secteur privé fort, comment peut-on, un secteur privé où l'investisseur n'a pas la liberté d'entreprendre, il est assujetti à des taxes énormes,
alors que son concurrent, il a l'exonération, il n'y a pas de protection. Il faut quand même, quelque part, on ne dit pas de nationaliser, mais quand même, on peut protéger pour fortifier. Et ce secteur privé est laissé en rade, est laissé à lui-même. Or, pour avoir un développement, pour sortir de la pauvreté, il faudrait le secteur privé. Il n'y a que le secteur privé. Et les lois qui doivent renforcer le secteur privé ne sont pas adaptées à l'effort que demande le secteur privé. Il n'y a que le secteur privé qui peut créer de l'emploi et qui peut créer de la richesse. L'État ne peut pas résoudre le problème d'emploi. Il n'y a que le secteur privé qui peut réduire le coût de la vie. Il n'y a que le secteur privé qui peut permettre à notre pays de s'imposer au reste du monde et qui permet à l'Afrique d'avoir une voix. Le Sénégal a besoin d'une voix. L'Afrique a besoin d'une voix. L'Afrique n'a pas encore une voix sur la scène internationale. Le Sénégal est en train de se faufiler pour avoir une voix au niveau de l'Afrique. Je pense qu'il faudrait que... C'est bien le communautarisme, c'est bon le socialisme, mais il est encore mieux que l'on puisse s'affirmer avec un secteur privé capable de produire librement, capable d'entreprendre et capable d'être, entre guillemets, protégé. Il y a aussi la mauvaise gouvernance qu'on avait évoquée tout à l'heure. Est-ce qu'il faut réformer la loi sur ces Sénégalais de façon consciencieuse, puis les caisses, en se disant je vais en prison pour 3 mois, ou bien 6 mois, ou pour 1 an. Quand je sors, j'ai l'argent avec moi, je vais faire ce que je veux avec. Parce que souvent, on ne voit pas l'État poursuivre les gens après avoir le sorti de prison. On est dans un pays où les libertés provisoires deviennent définitives au Sénégal. Est-ce qu'il faut changer la loi? Est-ce qu'il faut changer la loi en faisant les travaux d'intérêt public? Quand un fonctionnaire vole l'argent du Sénégal, mais qu'on le met dans les rues en train de balayer les rues de Dakar, est-ce que cette prison-là n'est pas plus efficace que derrière les murs? En fait, tantôt, nous avons dit que la justice, c'est d'abord des lois efficaces et équitables. L'efficacité, c'est la capacité d'atteindre les objectifs poursuivis. Et bien évidemment, si on avait atteint les objectifs au Sénégal, je pense qu'on l'aurait su. On aurait vu moins de délinquance financière. De pillage, oui. Moins de délinquance économique. Bien évidemment, j'ai donné l'exemple de la dépénalisation des chèques sans provision. J'ai donné aussi l'exemple du bracelet, mais il y a aussi l'exemple de la contrainte par corps aux articles 709 et suivants du Code de procédure pénale. Pourquoi pas les travaux d'intérêt public? Exactement. Donc, bien évidemment, il faut regarder ce qui est efficace. Tout ce qui est c'est efficace, c'est ça exactement. C'est-à-dire, en matière de législation, en matière de justice, chaque peuple, chaque pays, de la façon dont il est constitué, a en son sein des mécanismes efficaces. Il faut les adopter. Il ne s'agit pas de copier un autre pays. Absolument. Il ne s'agit pas de se lancer dans de grandes incantations. Il faut regarder dans la réalité, dans la vraie vie, qu'est-ce qui est efficace. Si les travaux d'intérêt général sont beaucoup plus efficaces, comme on dit, pourquoi pas? Pour dissuader, exactement. Cette prison sociale-là. Exactement. Si on doit aussi faire en sorte, mettre en place un régime qui fasse en sorte que on soit capable comme d'exécuter les jugements. Parce qu'il y a beaucoup de jugements, on obtient un jugement, mais on n'est pas capable de les exécuter. C'est ça. Donc, ça aussi, il faut regarder dans la société qu'est-ce qui peut fonctionner et il y a des solutions. Mais je veux aussi revenir un peu sur la question de la renégociation des contrats. C'est possible. Au niveau juridique, quand on analyse les contrats qui ont été signés, parce qu'il faut savoir qu'entre 2004 et 2017, le Sénégal a signé beaucoup de contrats en matière d'hydrocarbures, dont les contrats de 2012. Mais c'est sûr que quand on regarde comme ces contrats-là, et qu'on regarde les contrats signés par la Mauritanie, comme disons le 5 avril 2012, on est un peu jaloux. C'est-à-dire qu'eux, ils ont fait leur contrat beaucoup mieux que nous. Ils sont plus efficaces. Exactement. Nous, par exemple, les contrats qu'on signe en la matière, c'est à peu près 54 pages avec beaucoup de zones d'ombre. Alors que même la Mauritanie, rien que leur contrat, c'est à partir comme de 85 pages et suivant, où on impose des obligations
pour la protection du tissu économique et social et environnemental qu'on ne voit pas dans les contrats du Sénégal. Moi, j'enseigne le droit des contrats. Je sais qu'avec les contrats qu'on a, il est possible de renégocier et il y a même une voie qui peut faire en sorte que ce soit les compagnies même étrangères qui vont se bousculer pour essayer de renégocier. Exactement. Il y a une fenêtre sur laquelle le Sénégal peut obliger les compagnies étrangères à négocier. Il y a 3 fenêtres même. Okay. Exactement. D'accord, ça, on va y arriver, c'est important. Alors, ça nous permet d'aller sur l'autre point, parce que le temps que nous sommes partis va bientôt être terminé. C'est l'histoire de Mélenchon au Sénégal qui pose la question de l'homosexualité. Mais le fond du débat, c'est qu'on a vu que l'FMI et la Banque mondiale veulent imposer au Ghana de voter une loi pour protéger les homosexuels, pour avoir des financements. Alors, mais permettez-moi... Mais c'est important, sinon on ne va pas s'en sortir. On va sur cette question, s'il vous plaît. Oui. D'accord. Allez-y. D'accord, je voulais juste parler... Le fait que la question LGBT soit liée au financement, l'accès au FMI ou à la Banque mondiale. Non, ça, c'est pas normal. Comme ça, c'est imposé au Ghana. Non, ça, c'est pas normal. Ça ne peut pas... on ne peut pas imposer à un pays d'intégrer une question à un financement, que ça soit une conditionnalité. Mais c'est ce qui se passe au Ghana aujourd'hui. Au Ghana aujourd'hui, le Parlement ghanéen, le président ne peut pas ratifier la loi, il attend. Le Parlement a voté contre l'homosexualité. Mais le FMI et la Banque mondiale conditionnent leur aide au Ghana en fonction de cette loi. C'est-à-dire, il faudrait... On n'a pas tout le dossier. C'est un dossier qui a été fait contre le RFI, c'est dans les médias. Mais ils ne peuvent pas. Donc, moi, c'est que vous m'avez posé une question. Oui. Le Fonds monétaire et la Banque mondiale ne peuvent pas imposer au Ghana de voter une loi pour protéger l'homosexualité. Donc ça... condition à des financements. Généralement, on pose beaucoup de conditionnalités en disant les institutions de Bretton Woods, les grandes institutions, alors que c'est les pays qui choisissent. Il fut des temps, ces institutions pouvaient imposer des lois. Mais aujourd'hui, le premier problème, c'est que les États donnent des travaux à des consultants. Vous êtes expert consultant. Le consultant fait un rapport et on dit le rapport du consultant. Le rapport n'est pas le rapport du consultant. C'est le commanditaire qui est responsable du contenu du rapport. Ça, c'est un. La deuxième chose, on ne peut pas imposer à un pays et le pays peut refuser. Si le pays l'accepte, ce n'est pas, on va dire, le Fonds monétaire et la Banque mondiale lui ont imposé. Donc, c'est à eux la souveraineté. La décision appartient au pays. Maintenant, quelles ont été les conditions? Je n'ai pas lu tout le dossier, je ne peux pas m'aventurer pour faire... mais ce que je sais, c'est que la Banque mondiale, les fonds monétaires ne peuvent pas imposer au Ghana. Mais est-ce que si on regarde bien, moi je voudrais bien qu'on analyse aujourd'hui l'intervention de Mélenchon au Sénégal en faisant l'apologie de l'homosexualité. Est-ce que derrière ce discours de Mélenchon, ce n'est pas une façon de dire au Sénégal, soit vous acceptez les conditions par rapport à cette loi bien précise, ou sinon vous aurez du mal à avoir vos financements? Moi, en fait... Au moment où le Sénégal a besoin d'avoir des financements des de la Banque mondiale. Comme citoyen, en réalité, la façon que je perçois cette polémique, parce qu'on peut dire que c'est une polémique, en fait, chacun des deux acteurs, principalement cités, se sont prononcés sur une question et ont étalé leur divergence sur la place publique. Mais j'ose croire, et je pense raisonnablement, qu'ils connaissaient leurs divergences avant de les étaler au grand public. C'est raisonnable de penser qu'ils en avaient déjà discuté au niveau privé. Maintenant, publiquement, chacun s'est exprimé en direction de sa population. Donc, il leur appartiendra maintenant. Mais par contre, moi, la lecture, beaucoup a été dit sur cette question, mais moi, il y a aussi un élément qui a attiré mon attention, c'est le fait que actuellement, pour une rare fois, un dirigeant africain a la comme disons, liberté d'inviter un opposant de la classe politique française. Habituellement, on n'osait pas le faire.
Donc, je pense que ça, c'est une marque de souveraineté forte, qui fait en sorte que peut-être que ça peut, comme disons, permettre d'avoir des relations Mais si on regarde beaucoup bien, plus équilibrées. derrière beaucoup de financement, il y a l'agenda LGBT derrière, qui vous est imposé, entre guillemets. Si vous ne gérez pas ces questions-là, vous risquez de ne pas avoir de financement. C'est la réalité. Alassane, je pense que c'est subtil, mais c'est pas imposé. Parce que quand vous prenez l'agenda, les ODD, le 16, ou vous prenez le 10 sur l'égalité de genre, vous savez, les LGBTQ+, c'est très complexe. Tout ce qui peut être relatif au genre, on l'enrobe dedans. Oui. Mais ce n'est pas une conditionnalité. La souveraineté, comme l'a dit le président du PASTEF, il a dit non. Et l'ancien président a dit non. Je pense que toutes ces sensibilités qui sont liées à LGBTQ+, ne peuvent pas être des conditionnalités. Il faut que les gens comprennent que les décisions appartiennent aux États. Si vous acceptez, mais c'est une forme de prostitution. Nous avons l'indépendance, et comme on l'a dit, de dire non. Et le Sénégal ne peut pas légiférer et accepter l'homosexualité. C'est notre culture, c'est nous-mêmes. Maintenant, ça a été clair. Je pense qu'il y a un débat qui est en cours. Peut-être le président du PASTEF, qui n'était pas le Premier ministre, aurait pu dire, il l'a dit, parce que Mélenchon a compris que M. Sonko lui a dit non. Mais dans les débats actuels, on dit qu'il aurait pu dire non de façon beaucoup plus claire. Et aujourd'hui, Mélenchon a retenu que le Sénégal a dit non. Et le président du PASTEF a retenu aussi que la France a dit non à la polygamie sur le plan légal. Mais ce qui est important de savoir, c'est que on ne peut pas imposer à un pays. Aujourd'hui, le Sénégal, je ne dis même pas n'est pas prêt. Le Sénégal n'acceptera notre culture, l'homo-sénégalensis, le Sénégalais refuse, donc condamne l'homosexualité dans la conception occidentale de l'homosexualité. Donc, on ne peut pas concevoir, le Sénégal ne peut pas concevoir que des gens du même sexe aient des rapports, etc. Mais quand vous allez sur les QI, c'est-à-dire QU2RN, c'est-à-dire que un sexe qui est donné à quelqu'un à la naissance, tout ça, c'est des subtilités pour nous emballer dans une acceptation de quelque chose qui est contre à notre culture, notre façon d'être. Et si vous avez écouté M. Mélenchon, sa conception de nation est différente de notre conception de nation. Oui. Et là-bas, la nation bloque, mais nous, le Sénégal c'est parce que nous sommes une nation que nous avançons. Maintenant, ce que j'ai retenu, M. Mélenchon est venu s'inspirer, quelle que soit sa force d'opposant, il est venu apprendre de la révolution citoyenne du Sénégal. Et nous avons réussi. Le Sénégal a réussi à travers le PASTEF, la révolution citoyenne, parce qu'il y a une nation. Donc, il y a eu un nom qui a plébiscité leur projet et qui les a amenés au pouvoir et ils ont gagné. Mais pourquoi sur cette question, on entend rarement les ONG sénégalaises? On entend plutôt des associations islamiques qui en parlent, comme Andesama Djikou, comme par exemple le Jamra, mais les ONG qui ont pignon sur rue, qui critiquent tout, il y a un silence total sur cette question. Oui, pourquoi? Vous savez que moi je pense que Mélenchon a été interpellé. Oui, donc je pose des questions sur le silence des ONG. Mais ça, c'est le Sénégalais, l'homo-sénégalais. Ils ont peur du pouvoir, ils ne veulent pas se prononcer pour ou contre. Mais est-ce que justement il n'y a pas la question de financement des ONG n'est pas assujettie entre guillemets à ces questions bien précises? Non, vous savez, il faut crever l'abcès, il faut le dire. Oui, mais Alassane, je vois que vous insistez beaucoup sur le lien financement et acceptation. Absolument. C'est comme la question juive. Évidemment, derrière les tabliers, il y a des gens qui sont favorables et qui, parfois, vous allez même dans une mosquée, vous voyez des carreaux qui sont des marques de synagogue et autres. Donc, je pense que ça, c'est le lobbying. Il y a le lobbying des LGBT qui sont derrière tout le processus de financement, mais aussi d'action du développement. On ne peut pas l'interdire. Maintenant, c'est à nous d'avoir la force
de dire non et de les déceler. Donc, ils font leur travail, nous faisons notre travail. Mais nous avons une force qui fait qu'ils ne peuvent pas nous bousculer. C'est notre culture, c'est notre civilisation, c'est d'être des Sénégalais et de pouvoir résister à tout ce vent-là. Aujourd'hui, ce qui est clair, quel que soit ce qu'on dit, et c'est honteux, parce qu'aujourd'hui, si nous avions une langue nationale et qu'on avait un mot, on discute sur un vocable français, toléré, accepté, etc. Ce que le président du passé aurait pu dire, c'est, l'autre l'a compris comme ça, mais il aurait pu le dire pour son peuple, c'est de dire que ça, c'est inadmissible au Sénégal, que ça soit clair. Mais l'autre l'a compris comme cela, et je pense que c'est ça qui est l'essentiel. Maintenant, que ça soit des financements, je crois nulle part, Mélenchon n'est pas un élément qui active le financement, même s'il peut avoir de l'influence, comme ceux qui sont derrière. Il y en a beaucoup plus puissants que lui. Mélenchon est député à l'Assemblée nationale française. Il a 75 députés quand même, il est puissant. Mélenchon, c'est la France insoumise. J'ai dit, il peut influencer, il peut faire partie de ce qui influence. Mais quand les Français sortent de la France, ils défendent les intérêts de la France, quel que soit le bord où ils sont. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Je ne dis pas que les LGBT n'influencent pas les financements. J'ai dit qu'ils influencent, qu'ils sont derrière les tabliers. Maintenant, c'est à nous. La responsabilité, c'est nous, Sénégalais. Nous disons non. Il n'y a pas ici des relations LGBT dans le sens de la vision occidentale. Et ici, c'est inconcevable pour un Sénégalais qu'il y ait des mariages gays, qu'il y ait des relations entre des gens du même sexe, c'est inadmissible. Donc je pense que ce débat, évidemment, on postule. Maintenant, pourquoi les ONG et autres, la société civile ne se prononcent pas? Se prononcer sur quoi? C'est clair que je ne crois pas que la société civile soit favorable. Ils sont pour la position du Sénégal, qui est ce que l'ancien président avait dit, que c'est inadmissible que le Sénégal puisse concevoir des relations entre des gens du même sexe dans la typologie des LGBTQR. Et je pense que c'est très clair. En tout cas, moi, ce que je retiens, Mélenchon a retenu, il lui a dit, nous avons une divergence sur l'homosexualité. Moi, j'ai le courage de faire ça en France. L'autre lui a dit, nous avons une divergence sur la polygamie. Et je pense que c'est déjà clair. Ce que maintenant, M. Sonko aurait pu dire, c'est dès le début de la discussion, lui dire que le Sénégal est opposé et contre cette relation, cette conception occidentale de LGBT, mais peut-être en tant que politique, il a voulu et ça a mené tout ce problème. Mais pourquoi les Occidentaux veulent imposer l'agenda au reste du monde? C'est une question bien précise. Comme l'a dit M. Wad, bon, il y a eu une divergence entre deux hommes politiques sur la place publique, sur une question, et chacun s'est exprimé à l'attention de sa population. Moi, c'est ce constat-là que j'ai fait. Mais est cette volonté de vouloir imposer un agenda mondial à tout le monde? Pour le reste, c'est ça. Il va revenir à la population, disons, d'apprécier. C'est ça. Et peut-être que M. Wad, qui a travaillé comme dans les finances internationales, ce serait mieux que moi, comme disons ce qu'il en est. Je ne sais pas si... Parce qu'aujourd'hui, le Parlement, au niveau du Ghana, a voté une loi. Le président attend que la Cour suprême lui donne sa dernière mouture, parce que justement, en filigrane, il y a les institutions internationales qui veulent lier l'aide qu'ils doivent donner au Ghana, qui est dans une situation économique difficile, à cette loi. Oui, mais le Ghana n'est pas le Sénégal. Le Ghana n'est pas le Sénégal. C'est un pays africain. Oui, mais ce n'est pas le Sénégal. Nous n'avons pas les mêmes cultures. Je vais vous donner juste un exemple. Par exemple, nous qui nous battons pour qu'on n'interdise l'exportation des peaux brutes, au Ghana, ça se consomme. Donc, c'est des comportements culturels. C'est des artefacts. Mais ce que nous disons, si le Ghana l'a voté, c'est qu'ils l'ont accepté. Mais au Sénégal, c'est impossible. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est un agenda qui est voué à l'échec au Sénégal. Parce que, quand même, le Sénégal, c'est le pays, quand même, où il y a une forte culture ancrée, où nous avons une nation solidement ancrée, où nous avons
le dialogue interreligieux très fort. Demain, c'est Popenguine. Bien sûr. Vous avez ce pays très religieux, mais un État laïque. Et je pense que ce qu'on peut imposer au Ghana, ce n'est pas ce qu'on peut imposer au Sénégal. Et si, je crois qu'on n'en est pas encore à ce type de gouvernement où mar de la taxanan petite. Et donc, quelles que soient les vicissitudes de l'économie, du développement et de la vie, et les institutions, comme vous dites, nous avons été dans ces institutions pendant les institutions n'imposent rien. Mais ils peuvent venir vous dire, voilà ce qu'on a trouvé, mais c'est à vous d'accepter. Et beaucoup de choses que les pays acceptent, ils disent que c'est les... Mais ils sont forts maintenant. Et quand ils envoient quelqu'un qui vient, qui défend cet agenda, c'est à nous de dire que nous disons non. Et ce non doit être un niet qui est très clair et affirmé sur le plan. Voilà, le temps que nous avons imparti est terminé. Merci infiniment à Maguette Wade, communicant en développement économique, et ancien fonctionnaire à la BAD. Merci au professeur de droit Abdou Karim Thiaw, professeur de droit à Ottawa, avocat et conseiller juridique. Merci à Médici qui était à la technique. On souhaite une excellente fête à tous les catholiques du Sénégal de la Pentecôte d'aujourd'hui. Que la paix règne au Sénégal et surtout avec beaucoup d'amour. Bonne journée à tous.